Madame professeure générale Lise Bordier nous parlera de la rémission du diabète de type 2. Merci. Ce que tu veux, Non, sûr. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir au Maroc pour ce beau congrès. Je vais vous parler des rémissions du diabète de type 2, les vraies et les fausses, en fonction des modalités de prise en charge. Alors, on a surtout parlé d'obésité, mais le diabète, c'est un sujet très important. Vous savez que c'est un problème de santé publique majeur, que sa prévalence augmente du fait notamment de l'augmentation de la prévalence de l'obésité et aussi du vieillissement de la population. Son impact humain est très important, son impact médico-économique aussi, et sa prise en charge reste difficile. Quand on regarde les études épidémiologiques pour savoir si on traite bien les patients qui vivent avec un diabète, on se rend compte que souvent, il y a une faible proportion de patients qui sont aux objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, on n'est pas encore assez bon, assez efficient dans cette prise en charge. Est-ce que le diabète, c'est une maladie toujours irréversible ? On a parlé beaucoup de chirurgie de l'obésité et ce sont les chirurgiens taquins qui nous ont fait les premières publications en disant « nous, on va arriver à guérir le diabète de type 2 ». Et donc, ça nous a conduit à réfléchir aussi la chirurgie, comme l'a dit le professeur Ziegler, la chirurgie de l'obésité comme un vrai traitement du diabète de type 2. Alors, les rémissions sont possibles, on va voir dans quelles circonstances, et on va voir aussi que le choix du terme, le docteur El Azraq a parlé de guérison, moi je vais vous parler de rémission, et ce terme et les critères de diagnostic ont fait l'objet d'un consensus de la Société américaine en 2021. Mon plan sera le suivant. On va voir dans un premier temps la définition de la rémission, ensuite les moyens qu'on peut utiliser pour obtenir cette rémission et quel est l'impact et quelles sont les conséquences de cette rémission du diabète. Je vous l'ai dit, c'est l'ADA qui en 2021 a identifié ce terme de rémission. Après, visiblement, j'y étais pas, mais il y a eu beaucoup de discussions. C'est un terme d'oncologie, la rémission. C'est un terme qui implique qu'une amélioration peut ne pas être permanente, principalement parce que les mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent la physiopathologie du diabète de type 2, le déficit insulinique et l'insulinorésistance, ne sont pas forcément guéris et ne disparaissent pas avec les interventions qui permettent la rémission du diabète. Et ça induit évidemment qu'une surveillance au long cours sera nécessaire pour ces patients. La définition, elle comporte deux critères, un critère glycémique et un critère de temps. Le critère diagnostique qui a été choisi, c'est l'hémoglobine glyquée. Hémoglobine glyquée inférieure à 6,5%, 3 mois au moins après l'arrêt de tout traitement anti-hyperglycémiant. L'arrêt est indispensable dans cette définition de la rémission. Bien sûr, l'hémoglobine glyquée peut être difficile d'interprétation en cas d'anémie, en cas de maladie rénale chronique, en cas d'hémoglobinopathie. Et on peut utiliser le GMI, qui est l'HbA1c estimé par la mesure en continu du glucose avec la même valeur inférieure à 6,5%. On peut aussi utiliser dans certains cas la glycémie à jeun avec une norme inférieure à 1,26 g par litre. Ce qui n'a pas été retenu dans la définition, c'est la glycémie post-HGPO. Ça n'a pas été retenu par l'ADA. Le deuxième critère, c'est un critère de temps et la durée va dépendre du type d'intervention. Si le traitement est une intervention pharmacologique, il faudra attendre au moins 3 mois avant l'arrêt de toute thérapeutique pour envisager de parler de rémission. Si c'est une chirurgie, il faut se placer au moins 3 mois après la procédure chirurgicale et 3 mois encore après l'arrêt de toute thérapeutique anti-hyperglycémiante. Et s'il s'agit juste d'une modification thérapeutique du mode de vie, là, il faut au moins 6 mois après le début de cette intervention et 3 mois après l'arrêt de tout traitement anti-hyperglycémiant. Alors, quels sont les moyens? On va voir 3 situations, les rémissions en soins courants, les modifications drastiques du mode de vie et enfin, la chirurgie métabolique.
Les rémissions en soins courants, alors on a des données pas tellement françaises, mais plutôt anglo-saxonnes. Je vous ai pris ici une étude de registre anglaise qui a été menée entre 2018 et 2019 chez plus de 2 millions de patients qui vivaient avec un diabète de type 2 et qui ont été suivis pendant 21 mois. La définition du diabète dans ce registre anglais, c'était une hémoglobine glyquée supérieure à 6,5, quel que soit le traitement, ou inférieure à 6,5 sous traitement anti-hyperglycémiant. Et la rémission, il fallait avoir 2 hémoglobines glyquées inférieures à 6,5 à 26 semaines d'intervalle, sans traitement dans les 90 jours avant cette mesure. Quelle était l'incidence de la rémission? 1% patients année dans toute cette étude. On allait jusqu'à 5% chez les patients qui avaient un diabète récent, qui évoluait depuis moins de 1 an, et 8% si le diabète évoluait depuis moins de 2 ans, si l'hémoglobine glyquée de départ était peu importante, s'ils avaient juste de la metformine ou aucun anti-hyperglycémiant, et s'ils avaient une perte de 10% de l'IMC. Donc vous voyez que entre la situation, on commence à identifier un peu les facteurs qui vont être importants pour obtenir cette rémission du diabète. Je vous les ai montrés ici, c'est pas très clair. Je vous demande de me croire sur parole. Il y a la durée du diabète. Ensuite, il y a l'hémoglobine glyquée de base, l'absence de traitement, le pourcentage de perte de poids et le fait que le diabète soit très récent. Donc ces facteurs associés à la rémission, je vous les ai symbolisés ici. Il y a aussi l'origine caucasienne, le sexe féminin et le niveau socio-économique plus élevé. Un point important dans cette étude de registre, je vous ai dit tout à l'heure qu'on parle de rémission et pas de guérison parce que peut-être que ce n'est pas définitif, eh bien on se rend compte que presque 9% des patients qui sont en rémission vont redevenir diabétiques de type 2 dans les 190 jours qui suivent cette disparition du diabète. Et chez ces patients, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, une moindre diminution de l'IMC et l'absence de traitement anti-hyperglycémiant. Une autre étude, cette fois-ci toujours anglaise, mais en médecine générale, 867 patients avec un diabète récent, un diagnostic récent de diabète de type 2 avec un suivi pendant 5 ans. C'était principalement des hommes caucasiens. Ils avaient 61 ans en moyenne. Et on a comparé 2 stratégies, un groupe contrôle, où c'est un traitement de routine par le médecin de premier recours, et un groupe intervention avec un accompagnement beaucoup plus important. Ils avaient un bilan annuel systématique, des consultations plus fréquentes avec un médecin généraliste et une infirmière, de l'éducation thérapeutique, on en a parlé tout à l'heure, le contrôle des facteurs de risque, qui étaient l'activité physique, l'alimentation, la prise d'alcool et de tabac déclarée par le patient. On obtient une rémission du diabète dans 30% des cas, plutôt chez des hommes, plutôt fumeurs, plutôt des patients qui ont poursuivi leurs études. Et surtout, les patients qui étaient en rémission, c'est des patients qui avaient perdu plus de 10% du poids dans la première année avec le diagnostic. Et c'est ces patients-là qui ont le plus de risques d'être toujours en rémission à 5 ans. Et voyez que quand on regarde les facteurs prédictifs, c'est vraiment la perte de poids qui domine l'impact positif de cette rémission du diabète. Plus elle est importante et plus la chance de voir cette rémission du diabète exister est importante. Alors ça, c'était en soins courants. C'est ce qu'on peut faire chacun dans nos consultations. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont des modifications plus drastiques du mode de vie. Vous connaissez tous l'étude Look Ahead. C'est une étude qui avait évalué l'impact d'une modification très importante du mode de vie sur les complications cardiovasculaires. Là, on a pris 4500 patients, donc 2240 dans le groupe intensif, 2260 dans le groupe contrôle, qui ont été suivis pendant 4 ans. Quel a été le critère d'évaluation? C'était une étude ancillaire. Eh bien, dans cette étude, c'était la rémission partielle ou complète du diabète qui était définie par une glycémie à jeun inférieure à 1,26 g et une hémoglobine glyquée inférieure à 6,5% sans traitement anti-hyperglycémiant. Et vous voyez qu'il y a une vraie différence entre le traitement intensif,
Ça, c'est la prévalence de la rémission partielle ou totale. Vous voyez que les patients dans le groupe intensif ont, pendant toutes les 4 années de l'étude, un taux de rémission beaucoup plus important que les patients qui avaient un traitement standard. La perte de poids était aussi beaucoup plus importante dans le groupe intensif, 8,6% dans la première année, 4,7% dans la 4e année, beaucoup plus important que dans le bras conventionnel. Et il y avait plus de rémission, 11,5% versus 2% dans le bras conventionnel, et à la 4e année, 7,3% versus 2%. Dans cette étude, quels étaient les facteurs? Est-ce qu'ils étaient différents, les facteurs prédictifs de cette rémission? Eh bien, c'est la moindre ancienneté du diabète, l'IMC plus faible, l'absence de traitement insulinique et une perte de poids plus importante. Et quand on a un diabète de moins de 2 ans, une hémoglobine glyquée basse, une perte de poids plus importante, une amélioration de la condition physique, eh bien, on a plus de chances d'avoir une rémission à 1 an et une rémission prolongée. Donc, la perte de poids, elle est ici toujours très importante. Et malgré ça, 1/3 des patients du groupe intensif redevient diabétique de type 2 tous les 5 ans versus 50% dans le groupe contrôle. Une autre étude ouverte randomisée, c'est l'étude directe qui évalue si une prise en charge intensive pondérale permet la rémission du diabète de type 2 en médecine générale. Alors, ce n'est pas Look-Ahead, c'est une autre stratégie. Il y a 2 bras de traitement, un bras contrôle, un bras intervention, et l'évaluation se fait à 12 mois sur un co-critère primaire, la perte de plus de 15% de poids et la rémission du diabète. Alors, dans le bras intervention, il y avait plusieurs phases successives. Une phase de remplacement alimentaire total, avec on mettait des patients entre 850 calories par jour pendant 3 à 5 mois. Une phase de réintroduction alimentaire structurée pendant 2 à 8 semaines et un programme structuré de maintien de la perte de poids très encadré avec un suivi rapproché par une infirmière ou une diététicienne. Et dans le bras intervention, par précaution, en début d'étude, on arrêtait les traitements antihypertenseurs et tous les traitements antidiabétiques. Quels sont les résultats? Sur la perte de poids, 24% à 12 mois dans le groupe intervention versus 0% dans le groupe conventionnel. Et la rémission du diabète, 46% à 12 mois versus 4% dans le groupe conventionnel. La rémission du diabète était définie, je ne vous l'ai pas dit, par une hémoglobine glyquée inférieure à 6,5 sans traitement anti-hyperglycémiant depuis 2 mois. Et on voit ici encore le lien très fort entre le pourcentage de perte de poids et le taux de rémission du diabète qui est étroitement corrélé. Alors, est-ce que c'est vraiment faisable? 21% de sortie d'études des patients dans cette étude directe. Outre la perte de poids et la rémission du diabète, dans le groupe intervention, on avait aussi une amélioration des triglycérides, de la qualité de vie, une diminution des traitements et une relative bonne acceptabilité du programme. Quels sont les résultats à long terme? On a regardé à 5 ans. Parmi les patients qui étaient en rémission à 2 ans, 26% le sont encore à 5 ans, avec dans le groupe d'extension, on avait encore une perte de 6 kg des patients. Ça, c'était les modifications drastiques du mode de vie. Qu'en est-il de la chirurgie métabolique? On a déjà parlé de l'étude SOS, qui est la première grande étude qui a comparé le traitement de la chirurgie de l'obésité par rapport à un traitement médicamenteux, avec des résultats très importants en termes de perte de poids qu'on connaît bien. Quand on regarde l'effet sur le diabète selon la technique chirurgicale, le professeur Ziegler a montré tout à l'heure les différences en termes de perte de poids, mais vous voyez que sur la rémission du diabète, on a des effets très différents entre l'anneau, la sleeve, le bypass qui est plus efficace et la dérivation biliopancréatique que, en tout cas, on fait assez peu en France. Vous voyez que le plus efficace, ça reste le bypass avec 83% de rémission du diabète de type 2.
Dans l'étude SOS, on a regardé la rémission du diabète au cours du suivi. Vous voyez que à la deuxième année, on avait presque 75% de rémission du diabète et que cette rémission, elle va diminuer au cours du temps pour être autour de 38% à 10 ans et 35% environ à 15 ans, toujours bien supérieur au groupe contrôle. Mais ensuite, on a eu des études randomisées qui contrôlaient en ouvert. Ça, c'est l'étude STAMPED, une étude monocentrique dont l'objectif était d'évaluer le pourcentage de patients qui avaient une hémoglobine glyquée inférieure à 6% avec ou sans traitement anti-hyperglycémiant. C'est une étude qui a porté sur 150 diabétiques de type 2, un peu plus de femmes que d'hommes. Ils avaient une IMC à 37 kg par mètre carré, 9,2% d'hémoglobine glyquée, donc ils étaient vraiment mal équilibrés. Ils avaient eu un diabète qui évoluait depuis presque 9 ans et 44% d'entre eux étaient sous insuline. Et ils ont été randomisés dans 3 bras, traitement médical seuil, bypass ou sleeve. Quel était le suivi à 5 ans? Eh bien, les patients opérés, ils perdent 2,1 points d'hémoglobine glyquée versus 0,3% pour les patients qui ont été traités médicalement. 2,1%, c'est énorme. Et en tout cas, il faut bien regarder que les patients n'aient pas de rétinopathie sous-jacente avant de les opérer parce que c'est une baisse qui est très brutale. Et vous voyez qu'elle se fait très rapidement, cette baisse d'hémoglobine glyquée. Le critère primaire, donc la normalisation de l'hémoglobine glyquée, c'était chez 5% des patients qui ont bénéficié du traitement médical, 29% des patients qui ont eu un bypass et 23% de ceux qui ont fait une sleeve gastrectomie. Et le facteur prédicteur de réponse, c'était un diabète récent. Une autre étude, monocentrique aussi, randomisée en ouvert, qui a comparé la chirurgie bariatrique, bypass ou dérivation biliopancréatique au traitement médicamenteux chez des patients qui avaient un IMC à plus de 35, un diabète depuis plus de 5 ans et une hémoglobine glyquée à plus de 7%. Vous voyez que sous traitement médical, il n'y a pas de rémission, tandis qu'on en obtient vraiment de façon satisfaisante sous bypass et sous dérivation biliopancréatique, et que l'effet quand même est moins important au bout de 5 ans qu'au bout de 2 ans. Donc un effet qui quand même diminue au fil du temps. La rémission ne signifie pas guérison et il y a des facteurs péjoratifs pour obtenir une rémission complète. C'est la longue évolution du diabète, et ça on peut le dire que c'est un élément qui ressort dans toutes les études, le mauvais contrôle glycémique préopératoire et l'utilisation d'insuline qui est le témoin indirect finalement de l'ancienneté du diabète. Vous voyez que les patients sous insuline ont une moindre chance de rémission que ceux qui n'en ont pas, et ceux qui sont moins bien équilibrés, pareil, ont une moindre risque de rémission que ceux qui sont mieux équilibrés. En pratique, c'est ceux qui ont un diabète plus récent. Quel est l'effet d'une rémission du diabète pendant 2 ans? Est-ce que c'est vraiment intéressant, même si c'est de courte durée, cette rémission? Eh bien, dans l'étude SOS, on a démontré qu'une rémission du diabète de type 2 pendant 2 ans avait un impact pronostique très fort. On réduisait de 49% la mortalité cardiovasculaire et de 70% les complications micro-angiopathiques. Quand on a une rémission plus prolongée, on obtient là 80% de risque en moins de développer des complications micro-angiopathiques. Donc les complications micro-angiopathiques, c'est l'œil, mais c'est le rein aussi, et la neuropathie. Donc tout ça, ça a un impact très positif. Autre impact positif, c'est une étude, la rétrospective, qui a évalué la diminution du MACE 6 points ou 3 points chez les patients qui ont été opérés. Et vous voyez qu'il y a une réduction du MACE 6 points, donc événement coronarien, AVC, insuffisance cardiaque, fibrillation atriale, néphropathie, décès toute cause, de 29%, et c'était très significatif chez les patients opérés. Et pour le MACE 3 points, c'est une réduction de 28%, donc c'est vraiment très important sur le pronostic du patient. Est-ce qu'il faut surveiller ces patients? Oui, parce qu'il y a la mémoire métabolique. Il y a une persistance du risque, même s'il est diminué, des complications qui sont liées à l'exposition à l'hyperglycémie chronique.
Il faudra toujours faire des fonds d'œil chez ces patients, dépister une maladie rénale chronique, une neuropathie, examiner les pieds, évaluer le risque cardiovasculaire. Il y a, il ne faut pas l'oublier, un risque d'aggravation en cas de normalisation trop brutale des glycémies, notamment de la rétinopathie diabétique. Il y a aussi une nécessité du maintien de la surveillance des complications et des contrôles des facteurs de risque cardiovasculaire, du contrôle du poids. On a vu que la pérennité de la perte de poids était très difficile et que ça conditionne pour beaucoup la réapparition d'un diabète de type 2. Le maintien du mode de vie, l'éviction et la prudence dans la prise de certains traitements, les corticoïdes et surtout les psychotropes qui sont d'énormes pourvoyeurs de prise de poids. Le risque de réapparition d'un diabète de type 2, il va dépendre de la reprise du poids, des maladies itératives, du stress, et puis aussi, finalement, du déclin progressif de la fonction bêta qui va arriver avec l'âge et qui peut aussi participer à la réapparition du diabète de type 2. Et les recommandations de l'ADA préconisent de contrôler au moins une fois par an l'hémoglobine glyquée chez ces patients. Je vais passer vite. Donc, en conclusion, vous voyez que la rémission du diabète de type 2 est possible. Ce n'est pas forcément une maladie irréversible. Il faut agir tôt, juste après le diagnostic. Et c'est un petit message, il ne faut pas négliger le prédiabète. C'est un moment où on peut agir avant que l'hyperglycémie ne s'installe. Mais souvent, finalement, pour les patients, ce n'est pas très concret, le prédiabète. C'est un risque putatif de diabète et ce n'est pas toujours facile de modifier leur mode de vie à ce stade-là. La rémission, elle est très corrélée à la perte de poids. Et vous voyez que plus le patient va réussir à perdre du poids et plus il a des chances d'avoir une rémission du diabète. La surveillance de ces patients reste nécessaire avec le risque de réapparition du diabète et des complications de la maladie. L'effet sur les complications à long terme reste encore assez mal connu, même si je vous ai montré des belles preuves d'efficacité sur le pronostic vital et fonctionnel de ces patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame professeure Lise Bordier.